Bruno Jeudi nous rejoint dans un instant. Bienvenue à vous, Elsa Faucillon. Merci d'être là, députée PCF des Hauts-de-Seine. Dans un instant, on rejoindra Manuel Bompard, député européen La France Insoumise depuis Bruxelles. Alors voilà, vous en êtes là, à vouloir un Big Bang de la gauche, 10 jours après l'échec de la France Insoumise européenne, 10 jours aussi après votre petit score pour le Parti communiste, 2,49%, avec Clémentine Autain, entre autres, et un millier de signataires. Vous appelez dans une tribune au Monde la gauche à se repenser, se réinventer. Vous avez d'ores et déjà donné rendez-vous, un rassemblement le dimanche 30 juin au cirque Romanès à Paris. Il vous a fallu donc, j'allais dire, toucher terre, ce petit score de 2,49%, 6,3% pour la France Insoumise, pour être prêt à réengager le dialogue. Ce que je crois d'abord, pourquoi cet appel à ce moment-là, il y a deux raisons, même si peut-être que les signataires pourront en évoquer beaucoup d'autres. À la fois le résultat des européennes, si même en regardant au fur et à mesure les sondages, on se disait que c'est ce qui allait arriver, et on le ressentait aussi dans les campagnes ou sur le terrain, c'est quand même l'onde de choc. L'onde de choc de voir un duo s'installer entre En Marche et le Rassemblement national, mais aussi des idées d'un côté néolibéral et de l'autre des idées racistes, xénophobes, nationalistes, s'installer dans le paysage politique. Évidemment qu'on l'a vu, mais je donne peut-être le deuxième aspect, c'est que ce que je vois depuis un certain nombre de mois, c'est des secteurs en lutte, c'est pour une part aussi la mobilisation des gilets jaunes, des jeunes pour le climat, de la désobéissance civile, des collectifs qui luttent contre la répression policière. Tout ça, chacun de leur côté, avec une aspiration à de la solidarité, à du partage des richesses, à une lutte contre les discriminations. Et que ça, aujourd'hui, ça ne se traduit plus, ça n'est plus l'expression de la gauche, ce n'est plus l'expression du camp progressiste, ça ne se traduit pas aujourd'hui dans les urnes. Oui, et donc le risque, c'est à la fois, pas pour nous-mêmes, parce que c'est pas le problème, une disparition de la gauche, mais une disparition de ses idées, de ses valeurs, de son corpus de valeurs, et puis l'installation de ce duo qui s'alimente lui-même entre libéraux et extrême droite, et qui a tout intérêt à maintenir ce duopole. Et donc, moi, je ne me résigne pas à cette situation. Je ne me résigne pas parce que je vois à la fois la situation dans le pays, une situation de démantèlement des services publics, des solidarités qui ne sont plus à l'œuvre. Tout ça, vous le saviez. Je veux dire par là que les Gilets jaunes, ils vous ont donné le ton bien avant le début de la campagne des européennes. La défense du monde du travail, c'est votre dada. Les salariés, le monde ouvrier, l'augmentation des salaires. Vous avez tapé ensemble avec la France Insoumise sur La République En Marche, et pourtant vous n'avez pas réussi au moment de se lancer de faire une voie commune. Il a fallu Yann Brossa d'un côté, il a fallu Manon Aubry de l'autre. Vous n'avez pas réussi à ce moment-là à être derrière une même bannière alors que vous en aviez l'occasion. Alors d'abord, je crois qu'il n'y a pas que l'addition des partis politiques qui crée de la dynamique politique et qui permet de lutter contre la défiance vis-à-vis des partis politiques et de faire retrouver l'espoir. J'en viens. Et l'éparpillement, évidemment, est un des facteurs qui n'aide pas non plus à de la dynamique pour être en capacité de proposer de l'espoir et proposer une alternative, un récit à toutes celles et ceux qui attendent ou qui souhaitent en tout cas qu'une offre politique puisse leur donner envie, tout simplement, leur donner envie de voter. Donc je fais partie de celles au Parti communiste et dans d'autres forces, pour d'autres, qui souhaitent effectivement qu'il y ait des convergences et de lutter contre cet éparpillement. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut effectivement, oui, il y a un appel au Big Bang pour dire que ça doit être fort, qu'il y a du dialogue, il faut qu'on discute, il faut qu'on se dispute, ça veut dire qu'il faut qu'on bâtisse du commun. Est-ce que vous regrettez quand même aujourd'hui, avec le recul qu'on arrive à prendre 10 jours après, est-ce que vous regrettez votre stratégie d'une liste autonome aux européennes? Écoutez, d'abord, c'était à refaire. D'abord, il y a eu une belle campagne de la part de Yann Brossa et des communistes. Je pense que vous avez été nombreux d'ailleurs et nombreuses à le dire, à le constater. Oui, on a tous dit qu'il y avait un souffle, etc. Mais regardez le résultat. En tout cas, le résultat est très loin d'être satisfaisant. Très loin d'être satisfaisant. Oui, voilà. Évidemment. Donc, est-ce que si c'était à refaire, vous ne dites pas, effectivement, on s'est planté? Il ne fallait pas d'une liste autonome aux européennes. Il aurait fallu faire fi de nos désaccords. On a quand même des combats communs, très communs, peut-être à part sur l'immigration, on y reviendra. Mais il fallait faire fi de nos désaccords. D'abord, non. Je crois avoir basé à peu près tout mon engagement au Parti communiste sur l'idée que on ne ferait pas seul, on ne gagnerait pas seul, on ne ferait pas avancer nos idées seuls. Donc ça, c'est assez cohérent, en tout cas, dans mon parcours politique. Donc vous étiez seul à le penser, c'est ça? Au sein du Parti communiste. Mais vous étiez isolé? Je ne suis pas la seule, mais en tout cas, ça n'a pas été majoritaire. Voilà, ça
ça fait partie, en politique, on s'en remet, on se relève, on essaye de convaincre. Et en même temps, le socle au Parti communiste est celui dans lequel je me retrouve le mieux. La seule question, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réalités à regarder. Et donc, il faut que chacun puisse les regarder en face et voir qu'effectivement, il n'y a pas, je le redis, je ne pense pas que si à l'instant T, aujourd'hui, vous proposez simplement une liste qui additionne le Parti communiste et la France insoumise, je ne crois pas que ça permet de faire le joint et que ça permet de recréer de l'espérance. C'est pour ça que vous vous élargissez à la gauche sociale et écologiste. D'ailleurs, Yann Brossat, on l'a vu souvent avec Benoît Hamon. Génération, ça fonctionne plutôt bien. Ça ne pouvait pas fonctionner avec Jean-Luc Mélenchon. Attendez, juste une question. Ça ne pouvait pas fonctionner avec Jean-Luc Mélenchon parce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vais revenir à votre question. Non, après, je vous promets d'y répondre. Mais je vous promets d'y répondre. Quand on dit gauche sociale et écologiste, on dit aussi gauche culturelle, on dit gauche syndicale. C'est-à-dire que il n'y a pas que à additionner. Moi, je ne suis pas sur le modèle de ce qu'a été l'union de la gauche. Je crois qu'elle n'a plus de performance aujourd'hui. Et puis en plus, on a des questions politiques, de contenu à trancher. Du point de vue du marché, du point de vue de l'écologie. Donc ça, ce sont des questions importantes. Sur la personnalité, parce que vous me posez la question de Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai entendu effectivement que, il y avait eu des épisodes dans les 2 dernières années qui avaient tendu les rapports des citoyens vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Et de membres du Parti communiste avec Jean-Luc Mélenchon. Aussi. En même temps, j'ai aussi fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2012 et en 2017 avec des militants communistes, des militants insoumis et bien d'autres. J'ai vu aussi la capacité de France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon avec d'autres, mais dans une force à la fois propulsive, diverse, qui à la fois est capable de fédérer les colères, mais qui est aussi capable de proposer un horizon qui donne envie. Ça, c'est du en même temps, typiquement, Faucillon. Oui, mais donc vous ne faites aucun reproche. Vous ne dites pas peut-être qu'à la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, ils n'ont pas suffisamment regardé leur boss, leur porte-parole, leur patron. Si vous voulez, on peut parler de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'elle fait Clémentine Autain aujourd'hui. Non, mais elle ne fait pas que pointer d'ailleurs la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, parce que je crois que, y compris à la France Insoumise, dans sa globalité, ses adhérents, celles et ceux qui sont les premières personnalités de la France Insoumise, je crois que beaucoup suivent en tout cas ce que pense et accompagnent ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a une question aussi de ce que représente cet espace politique aujourd'hui. Et à mes yeux, aujourd'hui, il y a une forme de sectarisme et un manque d'analyse de ce qui à la fois a fait le succès et ce qui à la fois aujourd'hui est une forme de déclin. Bruno. Le soir de la défaite, Jean-Luc Mélenchon, dans son discours, il était assez grave, assez marqué. Il a évoqué lui-même peut-être qu'il fallait fédérer, comme vous avez employé le mot. C'est pour ça que je le reprends. Il me fait penser à ce qu'il a dit le soir même, où il a parlé justement d'essayer de fédérer. Alors, il n'a pas parlé de fédérer, il n'est pas allé jusqu'au bout de fédérer peut-être les différents mouvements qui existent à gauche, mais est-ce que c'est la bonne voie et comment il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer avec ce patriotisme de parti qui, à gauche, a conduit à un éparpillement, une balkanisation et à l'arrivée des scores rikiki, le vôtre, celui de Benoît Hamon, et quelque part moins, mais celui de Jean-Luc Mélenchon par rapport aux presque 20%, 19-20% qu'il avait fait. Est-ce qu'il faut à un moment réfléchir à fédération de la gauche, ou est-ce qu'il faut, comme l'avait pensé longtemps l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, être dans un rapport plus direct avec le peuple et moins avec les différentes boutiques à gauche et nombreuses? Je crois que c'est précisément un débat qu'on appelle à avoir justement dans le cadre de l'appel que nous lançons. Être capable aussi de discuter stratégie, et stratégie pas qu'entre chefs, on va le dire comme ça. De permettre à toutes celles et tous ceux qui ont envie de voir, je le dis comme ça, une gauche radicale, être en capacité de gagner et de faire gagner le peuple, d'être en capacité, y compris d'avoir une gauche radicale de gouvernement, on doit pouvoir discuter de ces sujets-là. Et donc, je le redis, moi je trouve que ce qui a fait le succès de la campagne de 2017, c'est à la fois d'avoir la capacité à fédérer des colères, différents espaces, mais aussi d'avoir un horizon positif, d'avoir un horizon de progrès. C'est ce que vous regrettez. Et donc aujourd'hui, oui, il y a un problème de dialogue, il y a un problème de discussion, mais même comme si la dispute ne pouvait se faire qu'en clash. Et moi, je crois qu'il y a besoin qu'on puisse se disputer avec un objectif de bâtir du commun, parce que si nous estimons que chacun dans notre coin, nous pouvons y parvenir, mais aussi avec une conception de la politique, c'est-à-dire que je crois profondément
qu'il faut de la pluralité, qu'il faut de la diversité, même dans un camp politique. Mais alors justement, et donc aujourd'hui, la question. Je crois que j'ai bien vu les appels de Jean-Luc Mélenchon et il avait fait l'appel de fédération populaire. Il y a besoin, je crois, qu'il puisse poursuivre les propositions qui vont dans ce sens. Je l'écouterai avec attention jeudi, où il doit s'exprimer, comme j'ai envie d'écouter des intellectuels, des artistes, des gens qui sont mobilisés avec les Gilets jaunes, des jeunes qui se battent pour le climat, pour voir, en termes de profil politique, profil au sens pas des personnes, mais de profil stratégique, de contenu, quel horizon. Et donc, il faut qu'on puisse se disputer avec, je vais le dire comme ça, se disputer avec fraternité. Elsa Faucillon, est-ce que vous vous sentez pas un peu isolée avec Clémentine Autain sur cette tribune, parce que ils sont à peu près, 900 à peu près, un millier de signataires. Vous avez rejoint 2000 ce soir. 2000 ce soir, mais il n'y a pas de tête d'affiche, si je puis me permettre. Alors, ça dépend déjà de ce que vous appelez non, mais par exemple, tête à la France Insoumise, quand même, il y en a pas beaucoup qui se sont manifestés, voire pas. Du côté du Parti communiste, il n'y en a pas tellement non plus. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plutôt... Génération, il y en a 2-3. Ce qui est vrai, c'est reste assez anecdotique. Il y a plutôt aujourd'hui dans les personnes qui signent, soit des militants de toute la France de différentes organisations politiques, soit des gens qui ne sont pas organisés dans des partis politiques. Moi, évidemment, j'envisageais que la proposition que nous faisions, elle ne soit pas accueillie avec enthousiasme par les organisations politiques, puisque justement, elle appelle à ce que ces organisations politiques se bouleversent et se questionnent. Donc il n'y a pas d'étonnement. Il faut qu'on puisse aussi, nous, faire la preuve qu'on est un espace qui est en capacité de se faire confronter. Comment concrètement? Parce que si ils sont à peu près 2000 là aujourd'hui, mais donc essentiellement des anonymes, s'il n'y a pas de tête d'affiche et que vous avez... Bon, une tribune c'est bien, un rassemblement le 30 au Cirque Romanesque à Paris, c'est bien, mais ça risque d'être un peu court pour mobiliser les hiérarques de la gauche. C'est pour ça que je pense qu'il faut pouvoir faire des preuves. Moi, je comprends que des appels, il y en a eu plein. Des appels à gauche, en plus, on sait en faire. Donc, j'entends cette remarque, sauf qu'il faut bien à un moment pouvoir poser une idée, des idées, et puis faire en sorte de montrer qui les partage. Et donc, c'est ce qu'on a fait au travers de cet appel. Ensuite, nous nous réunissons le 30 juin avec l'espoir de réunir plus largement, et donc de pouvoir, ensemble, décider de quel plan on met en œuvre à travers le pays pour faire discuter, pour faire se disputer et pour bâtir du commun. J'ai espoir, au travers de ces différentes preuves, des différentes initiatives que nous allons prendre, de permettre de décrisper aussi au sein des organisations politiques des militants qui verraient cela uniquement comme une attaque et pas comme un espace aussi de fraternité et de dispute. Oui, alors vous parliez de fraternité, est-ce que, parce que bon, on va pas se cacher derrière le petit doigt, est-ce que finalement, Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à la création de cette fraternité, de cette dispute fraternelle, puisque son style, ces deux campagnes présidentielles réussies, on a l'impression que là, on est dans une phase où ils ont divisé par 3 leur score. Ça va pas très fort, et on a l'impression que la France Insoumise est dans un moment de trou d'air. Alors, est-ce que c'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui maintenant fait obstacle, ou au fond, vous pouvez envisager cette fédération, cette fraternité, cette dispute fraternelle avec lui? C'est un personnage haut en couleur, ça, c'est certain. Donc, il peut avoir ces moments de colère comme ces moments de générosité. Ce qui est évident, c'est que toute organisation politique, quand elle est dans un moment de fragilité, elle a tendance à se crisper. C'est évident et on le constate partout. Je l'ai constaté dans mon parti politique, au Parti communiste. C'est toujours des moments de resserrement et donc avec l'idée que tout espace autour est vécu plutôt comme une attaque que plutôt comme une main tendue. Donc je pense que dans un premier temps, nous ne sommes pas forcément vus d'un bon œil de la part d'organisations politiques aujourd'hui qui cherchent plutôt à se sauver, à être en mode survie. Ce que je vous dis, c'est que je crois aussi que c'est un espace, c'est un travail patient, pugnace, et que nous, on veut le faire avec enthousiasme, parce que je crois qu'il y a urgence, et que je le redis, moi, je ne me résous pas à ce scénario néolibéraux, fasciste, ad vitam aeternam. Donc, il y a bien un moment où il va falloir se confronter. On a eu un petit problème de